Right. Bonjour et bienvenue tout le monde à ce webinaire du 6 août. Euh, Rebonjour et bienvenue au travail si vous étiez en vacances comme moi pendant un certain moment dans l'été. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Et donc, nous sommes ici réunis pour le webinaire sur l'intégration des programmes d'alimentation scolaire. Et on a deux invités spéciaux qui vont nous parler de quatre écoles inspirantes et de leurs bonnes pratiques. Je vais commencer par faire une petite introduction et mise en contexte du projet, puis ensuite on va aller dans le vif du sujet avec Alexia et Eve-Marie que je vais présenter. Donc, merci tout le monde d'être là. Merci de garder vos micros fermés pendant la durée de la présentation. On va avoir une période de questions à la fin où vous pourrez poser vos questions de vive voix ou dans le clavardage. Si jamais vous avez un enjeu technique ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours lever la main ou m'écrire dans le clavardage. Super. Alors, nous allons aujourd'hui, je vais repasser un petit peu qu'est-ce que le projet pilote, l'intégration des programmes d'alimentation scolaire. Ensuite, Alexia et Eve-Marie vont parler un peu de leur projet, méthodologie, les bonnes pratiques et une petite conclusion. Puis ensuite, on va passer à la période de questions. Tout simple comme ça. Oups, un petit peu trop vite. Alors, petite présentation rapide parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut-être qui viennent pas habituellement à nos webinaires. On a des personnes qui sont habituées avec nous et d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins. Donc, qui sommes-nous? Le collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire. On est la branche québécoise de cette grande coalition qui est à portée canadienne. Donc, la Coalition pour une saine alimentation scolaire travaille avec plus de 500 membres et sympathisants dans toutes les provinces et territoires. Donc, ce sont des organismes à but non lucratif qui viennent soutenir la vision et la mission de la Coalition pour une saine alimentation scolaire de développer et de faire avancer les programmes d'alimentation scolaire au Canada. Et donc, au collectif, on est chanceux, on a près de 130 membres organisationnels qui sont impliqués avec nous au Québec et qui veulent faire avancer cet enjeu, ce sujet passionnant de l'alimentation scolaire. On a été créé en 2020. On est hébergé par l'organisme La Cantine pour tous. Donc, peut-être pour ça, des fois, que vous voyez des liens assez frappants. On travaille avec quatre champs d'action, donc soit la mobilisation, le plaidoyer, la collaboration entre les organismes et aussi on collabore avec les recherches. On coordonne aussi le chantier pour un programme d'alimentation scolaire au Québec, le PASUC. Vous avez peut-être entendu souvent parler de cet acronyme, le petit logo qui est juste là. Donc, c'est un projet qui est coordonné par le collectif. Euh, et je me présente du même coup. Moi, c'est Dani Martin. Je suis la coordonnatrice du collectif québécois euh, pour une saine alimentation scolaire. Et donc, je vais commencer par vous faire dans la petite mise en contexte, vous parler un petit peu d'un projet pilote qu'on a mis en place à travers justement le projet Chantier PASUC avec les différents membres et partenaires de ce projet-là, parce que le sujet du webinaire découle vraiment de ce projet-là. Oups, une fois de trop, je pense. Alors, dans le projet pilote, c'est vraiment, on a vraiment été voir comment on pouvait intégrer davantage des différents programmes d'alimentation scolaire qui se trouvent dans une même école. Ce projet-là est vraiment né de la volonté des organismes à but non lucratif de travailler mieux ensemble, de travailler pour aller plus loin. C'est vraiment dans une visée des différentes étapes, des différents jalons qu'on a vus vers la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. On sait qu'il y a plein de programmes qui existent en ce moment, mais on n'a pas nécessairement un programme qui est accessible à l'ensemble de toutes les écoles du territoire. Donc, on a mis en place ce projet pilote-là pour vraiment aller voir comment on peut optimiser, comment on peut harmoniser ou mutualiser davantage les différents services dans une même école pour simplifier la logistique, pour enlever un peu de poids sur les épaules, sur la charge des écoles, des directions, de l'équipe école. Puis aussi pour les opérateurs. Donc, comment on peut collaborer pour que ça soit mieux pour tout le monde. Comment on peut optimiser différentes ressources, dont les ressources financières, mais aussi les ressources humaines, matérielles, etc. Puis comment on peut, avec ça, ensuite générer encore plus d'impact et de bienfaits auprès des élèves. Donc ça c'est un peu les différents objectifs qu'on avait. Euh,
C'est un projet en plusieurs phases. Il y a une phase qui a déjà été faite. Alexia et Eve-Marie ont collaboré à cette première phase-là qui s'est passée de janvier à mai de cette année, où on est vraiment venu analyser, documenter les pratiques qui étaient existantes dans les différentes écoles. Vous voyez à l'écran, on avait des écoles primaires, secondaires, puis on a aussi collaboré avec un centre de services scolaires. Dans les différentes régions que vous voyez, il y a le logo des différents membres qui étaient impliqués, les organismes opérateurs qui étaient impliqués dans cette première phase-là, où on est vraiment venu cartographier tous les processus qui entrent en compte lorsqu'un programme d'alimentation scolaire est dans une école, vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps que le programme soit offert aux élèves. Donc, on est accompagné de France Desjardins, une consultante qui est spécialisée dans les processus, et nos deux étudiantes à l'Université Laval. Euh, on est venu aussi vraiment analyser, documenter c'est quoi les pratiques qui sont existantes. On a parlé aux écoles aussi, c'est quoi le processus opérationnel des écoles autant que des organismes administratifs. On a identifié des défis, des enjeux, puis ensuite, on est en train de se pencher. Ça a été présenté aux organismes opérateurs qui ont participé au projet. Euh, Quelles sont peut-être des pistes d'optimisation, d'harmonisation justement dans ces écoles-là où ces organismes-là se retrouvent ensemble. Donc, juste pour clarifier un petit peu aussi, c'est vraiment c'est un projet qui ne vise pas à mettre quelque chose de nouveau en place. On n'est pas en train de bâtir un nouveau programme. On n'est pas en train d'aller d'instaurer des nouveaux programmes dans d'autres écoles. On est vraiment en train d'aller observer là où il y a une école qui a plusieurs programmes ou une école qui est plus modèle ou une école où ça pourrait ressembler à notre vision de qu'est-ce qu'un programme d'alimentation scolaire complet et intégré. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe pas, et ensuite comment on peut mieux mutualiser et optimiser. Puis ensuite de ça, dans les prochaines étapes, ça va être de partager ces connaissances-là. Donc, dans un deuxième... Ma souris est un petit peu prime. Dans une deuxième phase du projet pilote. Donc, on s'est mis à partir de 2026, on n'a pas vraiment de date ou de moment précis parce qu'en ce moment, on est vraiment en train d'aller chercher des différentes solutions pour avancer, donc des différentes solutions financières, des pistes pour avancer, pour soutenir ce projet-là. On sait tous que c'est un enjeu qui, des fois, nous ralentit un petit peu. Euh, donc, à partir en 2026, on s'attend de vraiment venir faire l'expérimentation de ces pratiques-là, donc celles qu'on aura identifiées, comment on peut les tester, comment on peut aller plus loin et ensuite, comment on va pouvoir transférer ces connaissances-là pour les reproduire dans un horizon plus loin, peut-être dans d'autres écoles où justement il y a déjà des programmes où il va y avoir d'autres programmes. Euh, donc, on travaille aussi, on souhaite se faire accompagner par l'ETIS, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Peut-être on va s'associer aussi avec d'autres, là. Donc, on est en pourparlers avec l'UQAM. On a nos étudiantes qui nous ont aidés beaucoup dans la phase 1. Donc, on souhaite vraiment s'entourer là, d'expertises variées pour que ce projet-là vienne vraiment appuyer notre plaidoyer, puis vienne vraiment appuyer notre argumentaire vers la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire universel à travers la province. Donc, je vais juste arrêter mon partage d'écran 2 petites secondes. Je vais vous présenter, je vais les mettre de l'avant, je vais vous présenter Alexia et Eve-Marie. Donc, ce sont des étudiantes qui ont travaillé très fort avec nous sur la première phase et qui ont aussi fait leur propre projet relié à leur maîtrise. Et donc, Alexia, elle est nutritionniste depuis décembre 2023. Elle étudie présentement à la maîtrise en sécurité alimentaire de l'Université Laval. Et Eve-Marie est titulaire d'un bac Honors en agriculture et système alimentaire durable de l'Université Bishops. Et elle étudie présentement aussi à la maîtrise en sécurité alimentaire de Laval. Il y a beaucoup de très bon potentiel qui sort de l'Université Laval dans cette maîtrise-là en sécurité alimentaire. Ce pas les premières stagiaires qui travaillent avec nous. Donc, ils ont réalisé le projet Intégration des programmes d'alimentation scolaire s'inspirer de 4 écoles et de leurs bonnes pratiques dans le cadre de leur maîtrise. Alors, je vais vous remettre, euh, je vais vous remettre la présentation ici et vous pourrez aller de l'avant.
ça va être fait. Alors, faites-moi signe si jamais vous voyez bien l'écran. Super. Donc, je vous avance à votre diapo. Oups. Super. Donc, c'est à vous. Super, merci Dani pour la belle introduction. Donc maintenant, on entre dans notre projet spécifiquement là, sur les écoles inspirantes. Donc pour vous mettre en mise en contexte rapidement, là, comme Dani l'a expliqué, on est toujours dans la phase 1 du projet pilote. Donc c'est complémentaire à la cartographie des processus et l'identification des défis et des enjeux qu'on a réalisés là, avec France là, durant l'hiver cette année. Puis, qu'est-ce qu'on a réalisé dans notre projet, en fait, c'est simplement une analyse de 4 études de cas d'écoles primaires inspirantes au Québec. Donc, nos objectifs étaient de documenter des cas concrets d'écoles ayant développé des programmes ou des initiatives d'alimentation scolaire et aussi de littératie alimentaire pour ensuite identifier des bonnes pratiques qui ressortent à travers ces écoles-là. Donc, les bonnes pratiques, on les a catégorisées en 3 catégories différentes. Donc, la mobilisation de l'équipe école, la mutualisation des ressources et aussi la coordination entre programmes et initiatives. Donc, tout ça pour finalement émettre des recommandations qui sont basées sur les bonnes pratiques recensées, mais aussi pour répondre aux enjeux et défis qu'on a identifiés lors de la phase 1 de cet hiver. On peut changer la diapo, Dani. Merci. Donc, juste rapidement un petit peu la méthodologie. Alors, on vient de le mentionner, là, tu vas pouvoir changer, Dani. On a 4 études de cas. Oui, donc, notre méthodologie, en fait, c'est l'étude de cas multiples. Alors, nos écoles sont 4 écoles primaires publiques québécoises. On a l'école La Jeunesse en Montérégie, l'école au millénaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'école du Zénith en Estrie et l'école Saint-Joseph sur la Côte-Nord. Alors, ces écoles, on les a choisies à partir de certains critères. Ça va pas changer. Alors, on souhaitait avoir des écoles primaires ou secondaires québécoises qui avaient des programmes ou des initiatives en alimentation scolaire et ou en littératie alimentaire, en fait, qui sont pérennes. Puis, on voulait également qu'elles aient une équipe école mobilisée, des ressources mutualisées et une coordination efficace entre leurs programmes et leurs initiatives là, pour avoir des synergies. Donc, on rejoint nos objectifs. Donc, on tombe déjà dans la section résultats. Donc, c'est la plus grosse partie là, du webinaire. On va venir vous présenter les bonnes pratiques qui ont ressorti de nos 4 écoles étudiées. Encore une fois, comme je vous ai dit, selon les trois catégories, donc la mobilisation de l'équipe école, la mutualisation des ressources et la coordination entre initiatives ou programmes. Donc, je vais commencer en vous présentant la mobilisation de l'équipe école. Donc, il y a 3 bonnes pratiques qui ressortent à travers les 4 écoles. Donc, la première, c'est l'intégration des responsabilités liées à l'alimentation dans les tâches du personnel. Donc, que chaque membre du personnel ait des tâches associées à l'alimentation, que ça fasse partie de leurs tâches, c'est ressorti comme une bonne pratique à travers les écoles. Et c'est bien fait. C'est entre autres la prévention de la surcharge du travail du personnel. Ça fait aussi une meilleure répartition des tâches au sein de l'équipe école. Ça vient responsabiliser chaque membre de l'équipe école de façon claire en assurant la régularité des activités parce que chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire, donc les activités sont plus pérennes. Également, ça vient mobiliser via les intérêts. Hein. Si chaque personne a des tâches selon leurs forces et leurs intérêts, ça vient améliorer la mobilisation. Et puis, ça vient améliorer la résilience au roulement du personnel et valoriser les contributions de chacun. Par contre, en lien avec cette bonne pratique, il y a 2 enjeux qui sont ressortis. Donc, bien sûr, la surcharge de travail du personnel enseignant et aussi le coût associé à la libération du personnel associé aux tâches qu'on leur donne dans l'alimentation. Pour bien mettre en œuvre cette bonne pratique, bien intégrer les responsabilités là, avec les tâches du personnel, eh bien, plusieurs conditions de succès comme la répartition des tâches selon les forces et les intérêts de chacun, ça vient les mobiliser davantage, la description claire et la connaissance des rôles de chacun au sein de l'équipe, et puis finalement, le soutien de la direction pour bien officialiser les tâches. Donc ensuite, pour la deuxième bonne pratique de mobilisation,
C'est l'intégration pédagogique des initiatives et programmes en littératie alimentaire. Donc, de bien venir intégrer la pédagogie en lien avec les activités en alimentation. Donc, ça fait une meilleure reconnaissance du rôle éducatif de la littératie alimentaire. Ça vient aussi avoir un meilleur engagement des enseignants et une meilleure motivation au sein de l'équipe, donc une meilleure mobilisation et des apprentissages concrets pour les élèves, bien sûr, et puis une résilience, encore une fois, au roulement du personnel. Les deux enjeux qui sont ressortis pour l'intégration pédagogique, c'était la perception d'un ajout à la tâche régulière des enseignants, donc comme si cette tâche-là était un ajout déjà qui a une surcharge, et puis encore une fois la surcharge de travail qui est un enjeu constant là, ici. Pour les conditions de succès, donc comment bien mettre en œuvre, là, bien réussir à intégrer la pédagogie aux initiatives et aux programmes en alimentation. Et là, on a vu que la présence d'un cadre de référence était vraiment bénéfique. Il y a quelques écoles, dont un CSS, qui a mis ça de l'avant. Donc, ça vient faciliter la tâche pour les enseignants de venir bien intégrer la pédagogie avec l'alimentation et la littératie alimentaire. Également, un accompagnement pédagogique, par exemple, avec une conseillère pédagogique. La formation de l'équipe école à la littératie alimentaire, donc autant au service de garde, en classe, que chacun ait la formation similaire en lien avec l'alimentation. Et bien sûr, l'implication des enseignants dans la planification pédagogique là, du début à la fin. Pour la dernière bonne pratique qui est ressortie en mobilisation de l'équipe école, c'est l'implication de tout le monde, bien sûr, fondée sur une vision commune. Donc, chaque personne, peu importe son rôle, soit impliquée minimalement là, dans les initiatives ou les programmes en alimentation, puis que ça soit bâti sur une vision commune et des valeurs partagées. Donc, ça a ressorti plusieurs bienfaits à travers les écoles, donc une mobilisation naturelle et durable. Les gens sont facilement mobilisés naturellement parce que ça part d'une vision commune. Le renforcement du sentiment d'appartenance à l'école et au projet, l'effet d'entraînement positif au sein de l'équipe, la facilitation de la coordination aussi à travers l'école et la cohérence des messages éducatifs, par exemple, aux élèves. Donc, puisqu'on va avoir une vision commune, que tout le monde y participe, ben, du service de garde en classe, il va avoir les mêmes messages là, qui vont passer en lien avec l'alimentation. Aussi, encore une fois, la résilience au roulement du personnel, comme bien fait. Il y a trois enjeux qui ressortent là, quant à l'implication de toute l'équipe école et la vision commune. C'est la variabilité de l'engagement au sein de l'équipe, le roulement du personnel, donc, et aussi les lacunes de communication entre les enseignants et le personnel de soutien externe. Ici, le personnel de soutien externe pourrait être, par exemple, une technicienne en gestion alimentaire, par exemple. Pour les conditions de succès, pour bien implanter cette bonne pratique, il y aurait la communication claire des attentes dès l'embauche, le climat collaboratif, la communication continue à travers un comité ou des rencontres. Donc, le fait d'avoir un comité, des rencontres, ben, ça mobilise les gens là, à travers l'école ou même à l'extérieur de l'école à contribuer puis à penser là, à l'alimentation de l'école au quotidien. D'avoir une vision commune portée par la direction et une formulation explicite là, des valeurs en alimentation dans le projet éducatif. Donc, c'est tout pour la section sur la mobilisation de l'équipe école et bonnes pratiques en est sortie. Je vais laisser ma collègue continuer pour la suite. Oui, donc maintenant, je vous présente trois bonnes pratiques de mutualisation. La première étant la mutualisation d'une personne ressource en alimentation. On vient de le dire justement, ça peut être une technicienne en gestion alimentaire qui vient s'occuper des ateliers culinaires et horticoles dans une école. Alors, dans les écoles étudiées, il y avait quelques modalités là, reliées à cette mutualisation-là. Le poste de cette personne ressource, en fait, était contractuel lorsque c'était une formule projet pilote et lorsque c'était un poste là, à plus long terme, c'était un poste régulier, temps plein, cyclique et permanent. Au niveau du financement, le financement là, pouvait se faire par toutes les écoles qui se partagent la ressource, mais pouvait se faire directement au niveau du centre de service scolaire ou pouvait être partagé entre les écoles et le centre de service scolaire. Au niveau du nombre d'écoles que la personne ressource était présente, on a observé un minimum de 2 ce qui était optimal, là, ce qui a été mentionné, puis jusqu'à un maximum de 5 là, observés dans nos cas étudiés.
Alors, qu'est-ce que ça permet d'avoir cette personne ressource? Pour l'école, en fait, la présence de la personne, elle est simplement jugée essentielle pour le bon fonctionnement de leurs initiatives. Ça permet, entre autres, une bonification de l'offre des ateliers, de réduire la charge de travail de l'équipe école et de faciliter, en fait, leur accès financier à cette personne ressource-là. Par exemple, quand justement le financement est partagé entre plusieurs écoles ou entre l'école et le CSS. Pour la personne ressource, en fait, le fait de faire plusieurs écoles, d'être présente dans plusieurs écoles, ça lui permet de remplir un temps plein dans une semaine. Ça permet aussi de faire des achats centralisés et de mutualiser, par exemple, le contenu pédagogique. Donc, quelques enjeux là, reliés à la mutualisation de cette personne ressource-là. Au moment où est-ce que l'étude a été faite, il a été mentionné qu'il n'y avait pas de financement spécifique pour financer le poste de la ressource comme tel. On a aussi vu que les écoles ont une capacité budgétaire limitée pour payer là, la ressource à plus long terme. Si plus en fait la personne ressource se représente dans un nombre élevé d'écoles, en fait plus que sa présence sera ponctuelle dans l'école, donc ça peut limiter là, son intégration à l'équipe école. Et on observait parfois là, une implication plus limitée des enseignants et une concentration des responsabilités sur la personne ressource. Quelques conditions de succès. Premièrement, la reconnaissance par le CSS du rôle de la personne ressource, c'est vraiment un incontournable pour qu'elle soit présente, mais aussi l'appui de la direction dans l'école directement, étant donné justement que la personne ressource va se promener d'une école à l'autre, la direction est son pilier. La présence de fonds suffisants qui est importante au niveau des écoles, mais aussi au niveau du CSS pour assurer encore une fois la pérennité du poste. La formation de l'équipe école, par exemple, là, à la littératie alimentaire, en fait, ça peut venir aider là, avec l'implication plus limitée des enseignants. Et même chose, en fait, pour définir les responsabilités. Donc, si on définit les responsabilités des enseignants par rapport à celles de la personne ressource, ça vient aider. Et enfin, là, la présence d'infrastructures et d'équipements qui sont adaptés peut vraiment venir aider là, pour la personne ressource dans l'école. Ça peut être, par exemple, une cuisine ou des équipements là, pour cuisiner qui sont adaptés. La deuxième bonne pratique de mutualisation est celle de la mutualisation d'un jardin pédagogique ou nourricier. Donc, dans les cas étudiés, les partenaires étaient soit un jardin communautaire ou une ferme locale. Tous les ententes qu'on avait étaient de type informel. Bien sûr, ça peut aussi là, être formel avec un contrat. Les modalités de partage là, variaient. On peut partager l'espace de culture, mais aussi les ressources matérielles, l'entretien et même les frais à un certain point. Donc, qu'est-ce que ça permet à l'école? Ça leur donne l'accès à un espace de culture qui est à proximité, mais qui n'est pas dans leur cours. Ça leur donne accès à une expertise agricole. Ça peut donner accès à des outils, des équipements de jardinage adaptés aussi. Ça facilitait surtout l'entretien des cultures pendant l'été, si c'est le partenaire qui prend ça en charge, et ça permet de réduire le vandalisme. Donc, deux enjeux. Premièrement, là, il peut avoir une certaine limite d'espace selon la taille du jardin qui est partagé, tout simplement. Et il peut avoir une certaine limite d'accès. Ça va dépendre des règles du partenaire. Là. Je pense entre autres à un jardin communautaire qui parfois va restreindre l'accès à ses membres uniquement. Des petites choses à garder en tête. Donc, des conditions de succès pour la mutualisation d'un jardin. Encore une fois, la présence de fonds suffisants pour qu'on assure la pérennité du partenariat, surtout quand les frais là, sont partagés. La relation de confiance avec le partenaire est très importante, surtout pour des ententes qui vont être plus de type informel. La proximité du jardin avec l'école va simplement aider à ce que le jardin soit utilisé là, à son plein potentiel. Et le fait d'établir des règles claires sur comment utiliser le jardin entre partenaire et l'école, ça vient juste aider en général le partenariat. Troisième bonne pratique de mutualisation, on parle de centraliser la communication aux parents. Donc, deux modalités observées, un événement d'information centralisé, par exemple une journée d'accueil ou une plateforme numérique d'information centralisée. Ça peut être aussi simple qu'une page Facebook. Donc, ça permet en fait un accès facilité à l'information pour les parents. Et pour les partenaires, ça peut permettre même une meilleure visibilité de leurs services offerts si tout se retrouve au même endroit. Un enjeu qui est lié en fait à la plateforme numérique d'information centralisée et qui va revenir pour toutes les bonnes pratiques liées à des outils numériques partagés, c'est que si la gestion de la plateforme numérique se fait à partir d'un compte personnel, par exemple un compte Gmail là, de Madame Anne, en fait, on peut perdre l'accès à ce compte si la personne sort de l'école ou de l'organisation qui s'occupe, par exemple, de la page Facebook. Donc, la façon plutôt simple de remédier à cet enjeu, c'est de créer une plateforme numérique d'information qui va être collective
et dont la gestion va pouvoir se faire là, avec l'ensemble du personnel. Ça peut être simplement une plateforme de style Teams ou plutôt Outlook pour la communication. Dernière condition de succès, en fait, pour la communication aux parents, de choisir un outil qui va être le plus possible accessible à l'ensemble des parents. Maintenant, 3 pratiques de coordination. Alors, la première bonne pratique était la mise en place d'un comité en alimentation. On a observé des écoles qui avaient des rencontres régulières, par exemple sur une base presque mensuelle, et d'autres qui avaient des rencontres sur une base plus ponctuelle, donc selon les besoins ou les étapes clés là, de leurs initiatives ou programmes. Et les personnes là, se rencontraient soit en personne ou à distance, les deux fonctionnaient bien. Donc, ça permet surtout d'avoir une meilleure communication, une meilleure compréhension entre les membres du personnel là, qui vont avoir des rôles variés à l'alimentation scolaire. Comme on l'a dit plus tôt, là, ça l'aide à la mobilisation de l'équipe d'école de façon générale. Ça permet de briser le travail en silo, en fait, puis d'avoir un temps d'échange et de partage en plus petits groupes, surtout pour les écoles de plus grande taille où il y a beaucoup de gens impliqués en alimentation scolaire. Et bien sûr, ça permet d'optimiser la logistique de façon générale des initiatives et des programmes en réduisant, là, entre autres, les dédoublements d'activités. Donc, quelques enjeux encore, la disponibilité limitée des membres, donc ça peut être soit les partenaires externes, ça peut être aussi les membres de l'école. On sait que tous ont un horaire de travail assez chargé. Le coût associé à la libération du personnel, parce que libérer le personnel, c'est quelque chose de possible. Bien sûr, si les rencontres sont fréquentes ou les rencontres ont de longue durée, il faut prévoir ça dans le budget, voir si c'est possible. Et même chose, les risques liés à l'utilisation de notre plateforme partagée. Donc, quelques conditions de succès. Si les membres sont représentatifs de l'équipe école, des partenaires externes et aussi des parents, ça vient aider à ce que le comité là, fonctionne bien. Pour pallier un peu à la disponibilité limitée des membres, on peut en fait planifier annuellement les rencontres et les ordres du jour à l'avance, donc dès le début de l'année scolaire. Donc, je viens de dire, là, la libération du personnel, il y a un coût associé à ça, mais on a quand même observé que ça l'aidait à ce que les rencontres du comité aient bel et bien lieu. Et encore une fois, créer une plateforme numérique peut venir aider là, pour gérer le comité tout simplement. Donc, deuxième bonne pratique de coordination, l'utilisation d'un calendrier numérique partagé. Donc, ça, c'est vraiment pour coordonner les activités, les ateliers en vitesse alimentaire ou en alimentation scolaire des écoles. On peut avoir un calendrier qui va venir mettre les activités. Ça peut être un calendrier aussi qui va venir étaler les dépenses ou qui peut contenir les deux. Donc, ce que ça permet surtout, c'est pour les enseignants, en fait, ça l'aide à la planification des activités pédagogiques. Ça va aussi venir aider là, pour les conflits d'horaires ou de locaux. Et ça rend tout simplement l'information plus accessible là, à l'ensemble du personnel. Donc, on va passer pour enjeux conditions de succès. C'est la même chose liée au l'enjeu numérique. Donc, la dernière pratique de coordination, ça va être la création d'un procédurier pour les programmes ou les initiatives en alimentation scolaire. Donc, ça peut englober vraiment plusieurs choses. Je vous présente quelques exemples basés sur les écoles étudiées. On peut entrer là-dedans la description des projets, les intentions pédagogiques. On peut décomposer le projet en étapes précises, évaluer la faisabilité avec les élèves, construire un échéancier, anticiper les coûts ou même regarder la faisabilité financière. Donc, ce que ça permet, en fait, c'est que ça vient structurer les étapes de mise en œuvre des projets. Ça renforce aussi l'autonomie de l'équipe école dans son déploiement et ça favorise, en fait, la continuité puis la cohérence entre les projets, même quand il y a des changements de personnel. Donc, un enjeu ici, c'est certain que co-créer un procédurier, même l'ajuster, ça prend du temps. Donc, il faut s'assurer que l'école puisse avoir le temps de faire ça. Et au niveau des conditions de succès, avoir des rôles au sein de l'équipe école, même avec les partenaires externes qui sont bien clarifiés avant de faire le procédurier, ça peut aider à l'établir. Co-construire, comme je viens de dire, le procédurier avec les membres de l'équipe école, les partenaires externes et aussi les parents, c'est super important, mais aussi s'assurer de leur appropriation, donc l'appropriation du procédurier par ces membres-là. Sauvegarder le procédurier dans une plateforme collective pour, encore une fois, là, éviter des pertes du procédurier avec le roulement personnel, ça peut venir aider. Et finalement, s'assurer d'une révision continue et participative du procédurier. C'est bien important. Donc, ça met fin aux bonnes pratiques de coordination. Donc là, on vient de vous présenter plein de bonnes pratiques des 3 catégories que j'ai présentées initialement, là, de la coordination, la mutualisation,
puis la mobilisation. Mais autre que ça, les écoles ont ressorti aussi des conditions de succès et des enjeux qui sont en lien avec la pérennité, donc la durabilité des initiatives et des programmes là, au sein de l'école. Donc, qu'est-ce qui faisait en sorte que les projets duraient plus longtemps? Eh bien, c'était une planification et une anticipation budgétaire à long terme et la diversification des sources de financement. Donc, j'ai en tête une école là, justement qui anticipait les coupures, le manque de budget l'année prochaine. Donc, elle prévoyait déjà des façons de faire pour avoir plus de financement. Donc, ça l'aidait à ce que ces initiatives ou ces programmes soient pérennes. Euh, Également, la planification intégrée de l'initiative, de sa conception stratégique jusqu'aux activités concrètes, donc de A à Z, d'avoir une bonne planification avec les acteurs impliqués. C'est très important. Également, on l'a nommé plusieurs fois, là, le leadership et le soutien de la direction là, de façon continue a été relevé comme un facteur très important pour le succès des initiatives et des programmes. Également, l'intégration des initiatives au projet éducatif officiel et au plan d'engagement vers la réussite, le PEVR, au sein des écoles. Ça permet de couler ça dans le béton, là, puis que ça dure plus longtemps. Aussi, le démarrage graduel et progressif des initiatives. Ça a été nommé à plusieurs reprises que c'est important de ne pas essouffler trop rapidement l'équipe de l'école, donc d'y aller graduellement avec des petits pas, que ce soit un programme ou une initiative. Puis aussi d'impliquer les parents là, de la communauté, les parents et la communauté là, pour bien ancrer les programmes et les initiatives. Sinon, 4 enjeux ont été relevés en lien avec la durabilité, la vulnérabilité des projets au roulement du personnel et ressorti. C'est sûr que souvent, les projets retombaient sur quelques personnes piliers ou quelques personnes ressources. Donc, quand ces personnes-là partaient, soit pour la retraite ou autre, bien, les projets devenaient super fragiles, même jusqu'à mourir. Donc, c'était un enjeu qui est ressorti souvent. Sinon, la précarité des ressources financières et humaines et l'inadéquation des infrastructures et des équipements à l'école. Puis encore une fois, on l'a nommé plusieurs fois, là, la surcharge du personnel. Donc, voilà. Donc, la section résultats était quand même assez chargée avec beaucoup d'informations. Donc, on vous a, en guise de conclusion, transformé les bonnes pratiques en recommandations. Donc, 10 recommandations concrètes à retenir là, à la fin de cette présentation. Donc, premièrement, c'est important d'intégrer les responsabilités liées à l'alimentation dans les tâches du personnel scolaire. Deuxièmement, c'est important de favoriser l'intégration pédagogique des initiatives d'alimentation et de littératie alimentaire, donc de bien faire le lien avec la pédagogie et l'alimentation à l'école, tout en impliquant les enseignants. Troisièmement, de mobiliser tous les membres de l'équipe école autour d'une vision commune et des valeurs partagées. Quatrièmement, de renforcer l'ancrage des projets en tissant des liens solides avec les acteurs de la communauté. Ça vient vraiment aider à la pérennité des programmes. Cinquièmement, de mutualiser une personne ressource en alimentation. Comme Eve-Marie le disait, ça a sorti comme un facteur, là, un facteur de réussite très important, là, par exemple une technicienne en gestion alimentaire. Sixièmement, de mutualiser un jardin pédagogique ou nourricier. Ensuite, de centraliser la communication aux parents, d'utiliser un calendrier numérique partagé, de former un comité en alimentation avec l'école et les autres membres, les autres acteurs à l'externe de l'école. Et puis finalement, de co-créer un procédurier. Donc, voilà les 10 recommandations qui ressortent de nos 4 études de cas avec les écoles. Donc, j'espère que ça a été quand même clair pour vous, les infos qu'on a ressorties. Donc, voilà, je laisse la parole à Dani. Yes, oui, ça prend des mains. Ben, je vais commencer par vous dire un énorme merci, Alexia et Eve-Marie. Vous pouvez, comme moi, constater l'énorme travail qu'il y a derrière ces études de cas. Ils ont fait ça quand même dans un temps record et vous savez tous à quel point c'est super difficile d'entrer en contact avec les écoles également en tout temps de l'année. Donc, elles ont vraiment réussi
pour moi un défi assez grand juste pour ça, puis de récolter beaucoup d'informations et de le mettre de manière très digeste qui ont été présentées aujourd'hui. En tout cas, pour nous, au collectif, c'est quelque chose qui est très, très précieux, ce travail-là, cette collaboration-là, qui est très, très utile. Oui, vous recevrez la présentation après la rencontre, c'est certain. C'est quelque chose qui est déjà très utile, même pendant qu'elles y travaillaient, même aujourd'hui, je suis retournée lire dans le rapport certaines affaires en me préparant pour une entrevue. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans que je suis certaine qui vont être utiles à nous et à plusieurs pour continuer à parler, sensibiliser et faire rayonner l'alimentation scolaire et surtout ressortir des solutions, des bonnes pratiques, des solutions gagnantes pour les programmes dans les différentes écoles. Donc, merci encore pour ça, Marie et Alexia. Euh, donc maintenant, on va entrer dans une période de questions. Il nous reste 20 minutes au total pour le webinaire, donc on a quand même pas mal de temps pour ça. Donc je vous invite fortement à poser toutes vos questions, que ça soit plus spécifique sur la présentation ou plus largement sur le travail qu'elles ont fait. Si vous avez des questions aussi sur le projet pilote que j'ai présenté au début, la démarche un peu plus large, n'hésitez pas. Euh, et peut-être que je vais me prendre je vais prendre cette opportunité-là, puis que j'ai déjà le micro, de vous poser une question qui va peut-être aider aux autres questions aussi. Marie, Alexia, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de qu'est-ce que votre rapport contient, des choses que vous n'avez pas pu présenter aujourd'hui dans votre présentation, parce que on sait qu'il y a beaucoup plus d'informations dans ce rapport qui vous sera d'ailleurs accessible qu'il ne l'est pas en ce moment parce qu'il y a encore des informations qui sont en train de se faire valider, mais qui sera publié, disponible à tout le monde sous forme synthétisée et aussi sous le rapport complet prochainement. Donc, je vous laisse. Oui, ben, je peux commencer. Merci, Dani. Pour répondre à la question, là, dans notre rapport, entre autres, on commence avec une revue de littérature pour recenser des informations, des bonnes pratiques sur d'autres écoles, donc qu'on n'a pas documentées, parce qu'on en a documenté quatre pour qu'on vous a présenté dans le webinaire, mais il y a également une revue de littérature plus approfondie sur les bonnes pratiques de mobilisation, encore une fois, de mutualisation et de coordination. Euh, Sinon, je peux te laisser la parole, Marie, si tu veux renchérir sur. Oui, en fait, là, on vous a présenté de façon assez synthétique les bonnes pratiques, mais on a aussi une section qui présente les 4 cas étudiés là, plus en long et en large, donc vous allez pouvoir savoir qui en fait mis en place quelle pratique et comment. On a aussi, ben là, bien sûr, les sections méthodologiques, si ça vous intéresse, comment on est parvenu à faire ces études de cas. Puis à la fin, en fait, on a une petite section ressources qui sont des ressources qui ont été transmises par le centre de service scolaire, là, par les écoles qu'on a rencontrées, sur des outils là, qu'eux autres utilisent pour mettre en place certaines de leurs pratiques. Dans un cadre de référence, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, là, comment intégrer la pédagogie aux initiatives en littératie alimentaire, par exemple, ben, on a un exemple de cadre de référence là, qu'un centre de service scolaire nous a prêté. Mm. Merci, je suis sûre que ça va être très utile pour plusieurs personnes qui se retrouvent là-dedans. Donc, est-ce que d'autres personnes ont des questions, soit que vous voulez le poser en levant la main ou écrire dans le clavardage? N'hésitez pas. Des curiosités, des questions spécifiques sur les écoles, des idées d'approfondissement de ce sujet. Peut-être si d'autres personnes connaissent d'autres bonnes pratiques aussi qui sont mises en place dans les écoles. Mhm. C'est correct, sinon, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire Moi, que c'était très grave. Oui, j'aurais Marianne? juste. Ben, c'est vraiment une petite question. Les filles, au niveau de vos recherches, est-ce que vous avez vu une différence sur les écoles qui proviennent de milieux qui sont plus défavorisés versus des écoles des milieux qui sont moins défavorisés? Est-ce que il y avait des résultats qui étaient différents? Alex, je peux peut-être commencer à répondre. Euh,
je dirais que, en fait, premièrement, dans nos quatre écoles, on est allé chercher justement des niveaux là, de défavorisation favorisation différents. Donc, on a quand même un portrait là, global à ce niveau-là. Euh, Sur le coup, je dirais qu'il n'y avait pas de réelle différence, simplement parce que souvent, en fait, les écoles qui sont en milieu défavorisé euh, vont avoir très à cœur tout ce qui est au niveau sécurité alimentaire, littératie. Donc, en fait, ce sont les écoles qui sont le plus souvent très motivées, qui vont aussi avoir accès, bien sûr, à des programmes, donc qui vont avoir là, beaucoup de ressources, qui, des fois, là, peut-être que les écoles favorisées n'auront pas ces ressources-là, mais bon, parce que peut-être qu'il y aura un peu moins de danger dans le milieu, au final, là, ça va quand même bien se ressembler. Fait que Dani, tu peux bien sûr élaborer. Ça ne doit pas être le cas de toutes les écoles, là, vraiment juste par rapport à ce que nous, on a observé dans nos quatre écoles. Ouais, Alexia, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant que... Ben non, moi, c'est ça, je trouve que justement, si je peux ajouter une petite chose, là, c'était que les écoles qui avaient un indice un peu plus élevé de défavorisation, ben justement, il y avait à cœur, tu sais, tu sais, moi, je m'occupais beaucoup de la mobilisation, là, ben la mobilisation était plus élevée, j'avais l'impression, mais ça, c'était dans les quatre, tu sais, on pourrait pas étendre ces résultats-là à une grande échelle, là, c'était juste quatre écoles, mais c'est une remarque que je peux faire, par exemple. Je peux ajouter un petit quelque chose là-dessus. C'est sûr que on entend souvent parler d'après les organisations qui sont dans les écoles que les écoles les plus défavorisées ont accès souvent à plus de sous à travers la mesure que 012 ont accès à plus de programmes justement. Par exemple, les programmes du Club des petits déjeuners se concentrent sur les écoles les plus défavorisées. Donc, c'est sûr que comme ils ont un peu plus d'accès et d'opportunités, peut-être que oui, ça favorise qu'il y ait un peu plus de choses qui se passent dans ces écoles-là, mais comme Alexia et Eva-Marie l'ont mentionné, on pourrait pas dire ça, généraliser ça à toutes les écoles, mais c'est sûr que oui, on comme souvent un petit peu plus un petit peu plus de moyens, si tu veux, à travers les enjeux auxquels ils font face. Il y avait une question dans le clavardage de Rachel sur le procédurier. C'est quoi le genre de contenu qui se retrouve là-dedans? Très bonne question aussi. En fait, c'est ça, soit qu'on peut retourner à la diapositive, les éléments là, que j'ai nommés en exemple, ce sont là vraiment les éléments qui ont été nommés dans les entrevues de qu'est-ce que le procédurier contient. Euh, je dirais que, en fait, la façon que l'école nous l'a présenté, c'est que c'est sûr qu'il faut que ça soit datable d'une école à l'autre, d'un centre de service scolaire à l'autre, selon qu'est-ce que les initiatives ont en place, qu'est-ce que les écoles ont besoin. Mais essentiellement, c'est ça, c'est les éléments dans la section modalité, tout ce qui peut aider à la mise en place et au maintien là, du projet, un peu pour avoir une espèce de guide. S'il y a quelqu'un d'autre qui s'en irait, ben, d'où est-ce qu'on part, comment est-ce qu'on gère cette initiative-là, comment on gère ce programme-là. C'est de cette façon-là que c'était amené. Donc, l'école avait vraiment des sections qui s'appelaient description du projet, intention pédagogique, décomposition des étapes, etc. Je ne sais pas si ça répond. Une petite question de relance là-dessus. Est-ce que c'est un document auquel vous avez eu accès? Oui, exact, c'est ça que j'allais dire. Dans les ressources, à la fin, en annexe, c'est l'un des documents, là, quand le rapport va sortir, c'est l'un des documents qui nous a été donné par le Centre des services scolaires. Ça, c'est super. Peut-être quelque chose justement qui pourra éventuellement te partager. Oui, prêt de partager justement à d'autres écoles ou, comme tu dis, Rachel, des gestionnaires de programmes d'alimentation scolaire ou des personnes, justement des personnes ressources en alimentation scolaire qui s'occupent de plusieurs écoles. C'est sûr que le plus d'outils on peut partager d'une école à l'autre, le plus ça va être utile, je pense, pour la bonne mise en place et la bonne pérennité des programmes d'alimentation scolaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, interrogations sur les thématiques qui ont été abordées sur la poursuite du projet pilote? C'est bon pour tout le monde. Donc, merci énormément de votre écoute, tout le monde qui était là et qui sont là encore avec nous. Euh,
c'était super de vous avoir en grand nombre pour ce webinaire sur la mutualisation et les bonnes pratiques. Le collectif québécois continue de faire environ 2 webinaires par année sur des thématiques, des sujets qui peuvent intéresser un grand nombre de gens. Donc, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on creuse ou qu'on présente dans le cadre d'un webinaire offert à tout le monde, n'hésitez pas à nous le dire, à nous contacter à ce sujet-là. J'ai mis les coordonnées aussi de Alexia et d'Eve-Marie qui ont confirmé qu'on pouvait les contacter sur des questions précises. Le rapport sera partagé à tous les participants du webinaire une fois qu'il sera disponible, ainsi que la synthèse. L'enregistrement sera aussi partagé et il va être disponible sur la chaîne YouTube de la Coalition pour une saine alimentation scolaire. Donc, je vous remercie énormément et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.